Bonjour à tous et bienvenue à vous sur TV4 Finance pour une nouvelle librairie. Aujourd'hui, nous recevons un économiste de renom. Prescripteur d'opinion, il ne cesse d'alerter le monde, mais il est force de proposition et répondra tout de suite à nos questions. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Avec votre livre Demain qui gouvernera le monde aux éditions Fayard, vous remettez sur le tapis cette idée d'ordre mondial. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une période très incertaine qui correspond à un moment de l'histoire qu'on a connu déjà plusieurs fois, où il y a à la fois une globalisation des marchés, mais pas d'état de droit. Et si on continue comme ça, la globalisation des marchés, ça ne peut pas fonctionner sans état de droit. Donc on aura un système chaotique qu'on connaît déjà, et c'est la cause principale de cette crise. Ou pire encore, on retournera par le protectionnisme à des zones fermées les unes par rapport aux autres. Vous dites que le marché est global, mais la démocratie, elle ne suit pas, et on a même l'impression que les politiques n'arrivent pas à suivre ce qui se passe aujourd'hui. Absolument, les politiques sont par nature élus sur des territoires, ils ne s'occupent que de ces territoires. Il n'y a pas de politique élue à l'échelle mondiale, ni même à l'échelle européenne, puisqu'ils sont désignés à l'échelle européenne et pas élus. Et donc il n'y a personne qui prend en charge les grandes questions mondiales, sauf des institutions internationales qui sont elles-mêmes le reflet de conflits entre nations, mais pas d'un intérêt supranational. Justement, vous parlez des institutions internationales, vous faites une proposition, vous dites qu'il est possible de fusionner en 24 heures le Conseil de sécurité de l'ONU, le G20 et le comité du FMI. C'est ambitieux, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui va changer si on les fusionne alors que... Si on les fusionne, on aura deux choses. D'abord, le G20 n'existe pas comme instance de décision, puisque c'est une instance informelle qui sert à faire des photos et à donner des directives, mais qui ne prend pas de décision, puisque ce n'est pas une institution formelle. Le comité monétaire, c'est l'instance de gouvernement principal du Fonds monétaire, pourrait prendre des décisions, mais dans la mesure où il existe le G20 qui discute et décide à sa place et qui prend des décisions qui n'ont pas leur point d'appui à l'intérieur du Fonds monétaire, il ne passe rien. Et le comité monétaire du Fonds monétaire, c'est une instance financière qu'il serait légitime de soumettre à la légitimité de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc la fusion du comité monétaire, qui regroupe 24 pays, qu'on appelait avant comité intérimaire, et du Conseil de sécurité et du G20 ferait qu'on aurait une instance globale, légitime, ayant le pouvoir financier des institutions internationales et la légitimité de l'Assemblée générale. Prenons par exemple le mouvement des indignés, on a l'impression que les populations n'ont plus confiance justement en ces institutions. Les populations, à juste titre, en tout cas ceux qui manifestent, qui ne sont pas les populations, mais ceux qui manifestent à juste titre, découvrent qu'on a laissé se constituer un monde globalisé où le marché règne et le marché conduit à une extraordinaire concentration des richesses que, à juste titre, les peuples ne peuvent pas accepter. Vous êtes complètement à contre-courant sur les questions d'immigration. Oui, je pense que l'immigration est une chance pour la France, c'est une chance pour les pays qui l'adoptent. Ça a été le cas des États-Unis, qui ne seraient pas la superpuissance mondiale d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'immigration, s'il n'y avait pas encore aujourd'hui l'immigration, qui explique l'essentiel des nouvelles entreprises américaines et des grandes entreprises comme Google ou autres qui ont été créées par des immigrés. D'une certaine façon, même Steve Jobs est d'une origine génétique Vous dites même étrangère. que la France est un hôtel. La France, comme tout pays, doit se conduire comme un hôtel, parce que tous les gens peuvent entrer et sortir. Heureusement, c'est le propre de la démocratie, on peut partir quand on veut. Mais dans les hôtels, on a des étoiles, il n'y a pas des pays qui sont plus chers que d'autres. Oui, on a des étoiles, et tout l'objectif, c'est de créer des conditions pour que l'hôtel soit accueillant, financièrement équilibré, en fonction de son niveau. La France peut prétendre à être un hôtel, si possible, de haut niveau pour tous ceux qui y habitent et tous ceux qui y viennent. Une autre proposition qui peut paraître anecdotique, vous proposez des états généraux. Oui, parce que beaucoup de gens reprochent à ceux qui, comme moi, parlent d'un état de droit mondial, ou même d'un gouvernement mondial, parce que je ne vois pas comment on fait un état de droit sans gouvernement, d'être les agents d'une sorte de plutocratie comploteuse qui voudrait imposer un gouvernement des élites. Ce qui est évidemment absurde. Un état de droit réellement sérieux n'a de chance que de réussir que s'il est démocratique. Et pour qu'il soit démocratique, il faut des États généraux. Je propose d'abord des États généraux à l'échelle de l'Europe. Je crois que le Parlement européen doit prendre le pouvoir. Et ensuite, qu'à l'échelle mondiale, on lance ces États généraux qui permettraient, et le mouvement des indignés y participe, de construire un rêve mondial que tout le monde recherche. Vous êtes le fondateur de Planète Finance. Quelle sera la place de la microfinance dans cette gouvernance mondiale ? Bien, Planète Finance, c'est une organisation mondiale qui travaille dans 80 pays aujourd'hui, du Liban au Chili, du Pérou à la Chine, du Kazakhstan au Bénin, et qui aide à la lutte contre la pauvreté, qui est la principale
tragédies liées à la globalisation mal gérée. La microfinance est un outil majeur d'une globalisation réussie. Page 21 dans votre livre, c'est-à-dire tout au début, vous dites que l'Europe et les États-Unis ont tout intérêt d'avancer vers cette gouvernance mondiale pour garder leur emprise sur le monde. Pourquoi les États-Unis et l'Europe garderaient leur emprise sur le monde? Je ne crois pas que j'emploie le mot garder leur emprise, mais en tout cas garder leur rang. Ça m'étonne que j'ai employé le mot emprise. 21. Si j'ai employé le mot emprise, c'est une... Les Européens et les Américains auraient intérêt à un gouvernement mondial qui prolongerait leur emprise sur le reste de l'humanité. Voilà, eh bien, je pense que c'est pour montrer aux Européens et aux Américains que même dans leur intérêt bien compris, purement leur intérêt bien compris, ils devraient le faire. Oui, mais pourquoi emprise? Non, mais ce n'est pas mon point de vue. Je ne souhaite pas qu'ils aient une emprise sur le monde. Mais je pense, pourquoi je dis ça? C'est parce que beaucoup de gens pensent que le gouvernement mondial serait la fin de la puissance européenne ou américaine. Et je pense qu'au contraire, les Européens et les Américains ont intérêt, s'ils veulent garder leur rang, leur rôle, leur place dans le monde. Et j'ai employé le mot emprise ici pour me mettre à la place de ceux qui le souhaitent et leur dire que même ceux qui souhaitent ça, c'est leur intérêt. Une dernière question donc, sur la politique française. Vous avez apporté votre soutien à François Hollande, qui est désormais le candidat PS. Mais lors des débats, les socialistes ne se sont pas exprimés sur toutes ces questions internationales que vous jugez essentielles. Donc, pourquoi vous l'avez choisi, lui? D'abord, je ne voudrais pas pour l'instant répondre trop en détail sur la campagne. J'ai donné un point de vue. Ensuite, je publierai bientôt un livre sur ces questions, c'est-à-dire quels sont les grands enjeux de cette campagne. Et enfin, je dirais que la responsabilité est partagée. Si vos confrères journalistes posaient aux candidats des questions sur la politique étrangère, la défense, la globalisation, tout ce dont on vient de parler, ils y auraient répondu. Mais les débats ont été conduits entièrement autour de la politique intérieure et les questions qui ont été posées ont été des questions posées Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui intéresse finalement les Français, les questions intérieures et pas les questions internationales? Oui, bien sûr, on peut dire ça. Mais en même temps, il se trouve que ce n'est pas de la compétence présidentielle, c'est de la compétence du Parlement. Donc il faudrait enfin comprendre que le président il a des compétences particulières, défense et politique étrangère, et que ces compétences sont très importantes pour l'avenir du pays et que c'est là-dessus qu'on va l'interroger. Merci beaucoup Jacques Attali d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle librairie.